Alain Deneau, je suis ravi d'accueillir un cousin. Mais tu n'es plus québécois d'ailleurs, tu vis en Acadie maintenant. Ouais, je vis en Acadie, tout en étant québécois sur la base d'une nationalité symbolique là, qui est encore à faire. Moi, je te connaissais plutôt comme journaliste, puisqu'on s'était croisés il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, où tu avais écrit des livres très importants sur le Canada, comme Noir Canada. Et tu as fait plus récemment une grosse somme sur Total. Et en fait, ton premier, je ne sais pas si on dit ta première vocation, c'est quand même la philosophie, ton premier, ce qui te fonde. C'est la philosophie. Oui. Ben, j'ai fait une thèse sous la direction de Jacques Rancière à propos de Georg Simmel. Je me suis intéressé... Georg Simmel, oui, c'est un philosophe allemand considéré plutôt comme un sociologue dans la francophonie. Et je me suis intéressé à ses thèses sur l'argent. Et c'est un penseur singulier dans la mesure où il a intégré les disciplines à même sa démarche. Donc c'est quelqu'un qui est dont l'œuvre est intrinsèquement interdisciplinaire. Et donc, je veux dire, je me considérerais pas comme quelqu'un qui a fait des études de philosophie tout à fait traditionnelles, hein, en passant par Paris 8, le Collège international de philosophie, le Centre Marc Bloch à Berlin, qui étaient des lieux au carrefour des disciplines. Donc, ça m'a prédestiné, je dirais, à écrire des essais. Et après avoir fait ma thèse, j'en avais un petit peu... j'étais un peu saturé de théorie. Je me suis permis quelques excursus pensant que ça durerait quelques années sur les paradis fiscaux, sur les sociétés minières canadiennes en Afrique. Mais bon, ça a été une aventure d'une quinzaine d'années. Oui, 15 ans d'une vie, tu as 50 ans et tu enseignes la philosophie au Canada? Oui, exactement, à l'Université de Moncton, dans la péninsule acadienne. D'accord. Et de temps en temps, tu viens en France pour nous délivrer la bonne parole. Et là, la bonne parole... Non, la bonne parole, c'est 6 petits livres... petit par la taille, mais grand par le talent. En tout cas, 6 livres de philosophie. Il y en aura d'autres ou il n'y en a que 6? Il y en aura 6. C'est un feuilleton théorique. Voilà. C'est une façon de... On aurait pu dire un séminaire aussi, mais le séminaire n'a jamais vraiment eu lieu, donc ça aurait été un séminaire virtuel. Donc j'ai parlé d'un feuilleton théorique de 6 livraisons et j'en suis à la 3e sur la question de l'économie. D'accord. Alors on peut dire... d'abord, les économistes ont plutôt le pouvoir en ce moment. Ils sont partout, ils donnent des avis. Ils donnent des avis à la fois dans les entreprises, mais aussi surtout dans les médias. Ils conseillent les politiques, ils mènent un peu le monde. Et toi, tu t'es dit... je ne sais pas, est-ce que je reprends une phrase au 4e de couverture d'un de tes livres. Tu dis « Cette série d'ouvrages vise à critiquer ces effets de rature et d'appropriation pour redéfinir l'économie à partir d'une synthèse des définitions et d'usages variés que le terme a eu dans son histoire. » Et j'ai relevé une autre approche. Tu te poses la question, à quoi bon ce chantier de recherche? D'abord pour capter l'économie aux économistes, c'est-à-dire d'emblée dissocier économie et capitalisme, ce capitalisme qui, par ses aspects destructeurs, iniques, absurdes et pervers, ne correspond en rien à l'esprit de l'économie en son sens plein. Donc ce qui est assez passionnant, tu nous fais découvrir des mondes, et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de tout lire puisque c'était assez court le moment où j'ai reçu les livres et le moment où je te reçois, mais tu donnes à voir tu déconstruis l'économie et tu le fais en mode puzzle, quoi. Et donc après et tu ramènes tout. Alors il y a 6, on va parler de 6, enfin les 6 livres s'appellent l'économie de la nature, donc c'est un peu l'écologie. L'économie de la foi, c'est quoi? C'est la théologie. L'économie esthétique, c'est tout ce qui touche à l'art et au regard. L'économie psychique, on est dans la psychanalyse, etc. L'économie conceptuelle, les mathématiques. L'économie politique, la vie politique, etc. Donc il y a 6 spots comme ça, et c'est tout un travail, et c'est effectivement toi tu as appelé ça un feuilleton théorique, quoi. Donc on est quand même dans le dur, on est dans la pensée, et ça aide à penser, et ça donne à penser, et ça permet de repenser le monde, ce qui est quand même l'objet des livres. Comment ça t'est venu, cette idée, et surtout cette forme? C'est pas une recherche éthérée d'abord, c'est-à-dire que nous sommes des êtres de concept.
promène dans la rue, on voit une situation, on dit c'est injuste, on mobilise le concept de justice. Nous sommes des êtres de concept. Donc la philosophie, elle se profile pas ou elle se développe pas dans un monde à part. Bon, j'ai tenu à marquer cet ancrage-là. Le mot économie a été récupéré, dévoyé par une corporation qui s'est elle-même désignée comme étant celle des économistes. Bon. L'économie, c'est nous. Bon, nous maîtrisons l'économie, nous sommes les dépositaires du sens propre du mot et des termes afférents. Excuse-moi, comment tu définirais, comment le sens commun de l'économie, c'est quoi? Comment ça se définit dans la société, l'économie? Aller dans la rue, demander à quelqu'un, n'importe qui, faites un micro-trottoir et dites, bon, à quoi vous pensez quand je dis économie? On va vous dire l'argent, la production, la consommation, la thésaurisation, la capitalisation, le capitalisme à la rigueur même. Mais l'économie, c'est aussi une science qui s'enseigne. Oui, bon, on va dire c'est la science des procédés par lesquels, à une échelle ou une autre, des structures produisent, satisfont des besoins, pensent le luxe éventuellement, là, la richesse collective et individuelle. Bon, ce sera ce domaine-là. Et il existe, ce domaine-là. Je ne conteste pas son existence. Il faudrait être complètement aujourd'hui coupé du monde pour ne pas voir que ce domaine de pensée existe. Je pense cependant qu'il ne mérite pas l'appellation d'économie. Et les mots sont importants. C'est un mot qu'on s'est arrogé dans l'histoire, au 18e siècle plus précisément, et c'est en France que ça a commencé avec les physiocrates qui s'appelaient en fait les économistes, les premiers à l'époque, à la fin du 18e siècle. Tu peux expliquer ça, revenir un peu sur comment ils se sont appropriés ça? Quelle est la genèse de cette économie économiste? Quand on veut penser l'économie autrement que sur le mode idéologique actuel, qui relève, à mon sens, plutôt de l'intendance. Si on veut parler de ce qu'on appelle aujourd'hui économie d'une manière plus juste, appropriée, parlons d'intendance ou de gestion d'administration, mais d'intendance. Je crois que c'est le terme le plus adapté et le moins pompeux, le moins emphatique, parce qu'on sait que dans les sciences économiques, on a une tendance à l'emphase qui est très agaçante, en fait, pour ceux qui ne sont pas de la discipline. Quand on veut quitter ce registre de pensée-là, idéologique, que je qualifierais là, de l'intendance, en l'appelant économie, très souvent on fait un grand saut étymologique, on revient au grec. On se dit, c'est l'oikos, c'est l'oikonomia, ça vient de oikos et nomos, c'est la loi de l'habitat. Là, on est tout de suite dans nos univers domestiques libéraux qui sont totalement anachroniques par rapport à ce que voulait signifier le mot. Et on oublie ce qu'il y a entre les deux. Ce qu'il y a entre les deux, c'est que chez les Grecs et nous, c'est une multitude d'usages du mot économie qu'on a pu repérer dans maints domaines. Et je m'intéresse, moi, non pas à l'étymologie du mot, mais à sa philologie, c'est-à-dire à la façon dont il a évolué dans l'histoire, jusqu'à ce que des économistes autoproclamés le récupèrent et en fassent une bien petite chose, au fond, c'est-à-dire le restreignent à un domaine tout à fait particulier. Au fond, l'intendance, le champ de l'intendance, les théories de l'intendance relèvent d'un champ régional de l'économie. Mais l'économie signifie beaucoup plus de choses que ce qu'on en a fait, et ce, dans quoi on l'a comprimé. Et moi, je n'invente pas le mot, c'est-à-dire je ne le plaque pas là où il n'est pas. J'en fais, peut-être que Foucault aurait parlé d'un travail d'archéologie, mais j'essaie d'en trouver des traces dans différents textes. Par exemple, et là, si on veut savoir, là, je vais essayer de répondre à la question brièvement maintenant, là, après avoir fait tout ce préambule, comment on en est venu à parler d'économie comme on le fait maintenant, c'est pas par rapport aux Grecs. C'est au 18e, c'est pas par rapport aux Grecs, c'est parce qu'avant de parler d'économie pour désigner ce qui relève de la monnaie, des théories de l'investissement, de la gestion de la comptabilité, de la distribution, ainsi de suite. Le mot économie était appliqué dans les sciences de la nature. On parlait de l'économie de la nature, hein, déjà au XVIIe siècle, mais d'une manière plus marquée à partir de Carl von Linné, le naturaliste suédois, ou chez l'anglais Gilbert White. Et c'est une expression qui a eu son curriculum, qu'on a retrouvé même au milieu du 20e siècle chez Fairfield Osborne. Et à l'époque, l'économie de la nature renvoyait au fait des relations fécondes dans des écosystèmes. Je veux dire, on ne s'intéressait pas, à partir de Carl von Linné, au titre de l'économie de la nature, on ne s'intéressait pas seulement à la nomenclature des espèces, à leur classement, mais à l'interaction des espèces dans des mondes. On s'intéressait au rapport entre, je veux dire, la libellule, les étangs, les saisons, les arbres, la qualité de la terre, les vers de terre. Et on pensait, en l'économie de la nature, on fait la question des rapports. L'économie pensait les rapports en tant qu'ils
permettent à la nature, bon an, mal an, de perdurer, mais sans que ça soit sur un mode systémique, fermé et sûr. C'est-à-dire que c'est pas... Une économie, c'est pas un système, si on entend par système quelque chose de systématique et d'axiologique et continuellement répété, quoi. L'économie, dans cette optique-là, désignait des relations qui permettaient à des systèmes de perdurer dans une certaine précarité, dans des aléas. Et maintenant, juste pour répondre, c'est des questions, c'est difficile d'interrompre un philosophe. Rapidement, les économistes, à la fin du XVIIIe siècle, ont récupéré ce mot économie parce qu'il leur permettait d'abord de penser sur un mode performant, l'agriculture. C'était d'abord des gens qui ont appliqué ce qu'on appelle l'économie aujourd'hui, maintenant, en mode idéologique, à l'agriculture, par rapport aux grains, avoir du rendement, penser la distribution des grains dans un marché, traduire l'économie du grain par rapport à des rapports là, qui étaient vraiment agricoles, là, en termes monétaires, en termes chiffrés, parce que là, on entrait dans une période où la physique était très importante. C'était le siècle des Lumières, ainsi de suite. Donc là, on essayait de traduire une nature qui était une nature de la raison, qui avait le dessus sur la nature dont on s'intéressait auparavant à l'économie. Et donc, les premiers économistes, ça a été des économistes qui s'intéressaient, en vertu des thèses économiques des sciences de la nature, à la performance agricole. Et Adam Smith est passé par là. C'est ceux qui ont développé ça. C'était les économistes qu'on a appelés par la suite les physiocrates. C'était des Français qui étaient... qui avait l'oreille de Louis XV. Adam Smith est passé par là. Je ne dis pas qu'il a tout reçu d'eux, mais en fait, il a interagi avec eux. Il est retourné en Angleterre. Il a dit, les économistes, en fait, c'est nous. Ouais. C'est pas eux, c'est nous, c'est pas eux. Eux, c'est des physiocrates, ils s'intéressent seulement à l'agriculture. Nous, l'économie, on va l'étendre à différentes sphères d'activité, et pas seulement à la sphère agricole. Eux, ce sont des physiocrates, en fait, des penseurs du pouvoir. Qui a inventé le mot de physiocrate? C'est Adam Smith qui les a qualifiés de physiocrates? Ça, c'est une bonne question. Je sais, en tous les cas, que le mouvement a consisté à se distinguer de ces économistes de la nature, des physiocrates, qui ont fini par se faire appeler ainsi dans l'histoire pour la postérité, tandis alors que c'était les premiers économistes. Oui, donc Adam Smith nous a même fauché ça, quoi. On peut dire ça ici. Donc, on va, si tu es d'accord, enfin, on va refaire ce feuilleton. Pourquoi est-ce qu'il a une chronologie, ton feuilleton? Oui, mais c'est pas une ligne du temps. C'est-à-dire que j'aurais pu, si j'avais été, soumis à une stricte ligne du temps, j'aurais commencé probablement par l'économie esthétique, avec la rhétorique, avec le sens même du mot, avec ce sur quoi on le fait reposer pour lui donner une signification dans l'histoire. Et ensuite, je serais passé par la théologie, je serais arrivé à la nature, sans doute que ça aurait été ça. Mais j'ai commencé par l'économie de la nature parce que c'est par l'économie de la nature qu'on comprend comment on en est arrivé à ce dévoiement. C'est que l'économie de la nature nous permet de comprendre quel est au fond le référent à partir duquel le mot économie se trouve en fait transposé dans la sphère de l'intendance. Bon. Et c'est pour ça que j'ai commencé par celui-là. Mais c'est Darwin, un des pivots de cette économie de la nature. Darwin, c'est quelqu'un qui restitue l'économie de la nature. À gauche, souvent, on dit beaucoup de mal de Darwin. Comme Darwin, c'est comme Freud, c'est comme Marx, c'est comme Smith. C'est tous ces auteurs dont on parle beaucoup sans les avoir lus. Quand on lit Darwin, on est étonné de deux choses. D'abord, c'est un auteur très humble. Oui. C'est un auteur qui continuellement dit « on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi, c'est l'économie de la nature, ainsi, dire dans tel contexte écosystémique, ce n'est pas son expression, mais on l'utiliserait aujourd'hui, on est arrivé à tel résultat, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, telle variable a sûrement joué. » Bon. Et d'autre part, c'est quelqu'un qui parle en termes de mystère. Donc, il n'est pas théologien comme les premiers économistes de la nature, enfin les premiers naturalistes qui s'intéressaient à l'économie de la nature, pour qui la notion d'économie avait une connotation religieuse quand même. Mais il s'intéresse à un mystère, c'est le mystère de la filiation. Comment il se fait qu'une espèce, à un moment donné, qui dévie un petit peu, qui a des individus un peu monstrueux, comme ça, qui ont des particularités, donne lieu à une descendance qui conservera ces particularités-là au point de développer de nouvelles espèces. Bon, mais c'est l'économie de la nature. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de se rappeler, il s'agit ensuite d'utiliser le mot d'une manière transversale, parce que ce qui m'intéresse, au-delà de ces coups de sonde, c'est de voir
qu'à force de lire des occurrences du mot économie chez les pères de l'Église, chez les premiers naturalistes, chez les psychanalystes, chez les critiques littéraires, même à partir du 15e siècle, 16e siècle, on se rend compte qu'à cumuler ces usages du mot économie, on peut tenter une espèce de synthèse conceptuelle qui consiste dans tous les cas à penser une chose, c'est la pertinence des rapports. L'économie consiste à penser la relation féconde entre des éléments qu'on met en rapport. Bon, c'est ça l'économie. Et une fois qu'on a établi cette définition-là, on ne peut pas, aussi aisément qu'avant, qualifier d'économie le capitalisme. Parce qu'on se dit que le capitalisme ne met pas d'une manière féconde en rapport des éléments et les destructeurs. Ça tombe bien parce que j'avais vu une citation où tu parlais du capitalisme. Évidemment, je l'ai perdu. Ce qu'il faut dire, c'est que les bouquins sont bien foutus. C'est des petits bouquins qui sont vendus 12 € d'ailleurs. Est-ce que c'est cher, 12 €, 20 $, 12 €? Non, ça va. Et en même temps, la maquette est bien parce qu'il y a des phrases qui ressortent. Et là, je pense à l'économie de la nature. Il n'y a rien à sûr que les bovins auront toujours chaud au point de se rendre dans les temps, conformément aux besoins des poissons. Pourquoi tu ressors cette phrase? Mais Gilbert White, toujours au XVIIIe siècle, le naturaliste anglais, qui est un peu le pendant de Carl von Linné en Angleterre, développe lui aussi une économie de la nature explicitement, c'est dans les textes, dans sa correspondance. Et pour lui, à un moment donné, l'économie de la nature, quand vient le temps d'en traiter, renvoie vraiment à cette idée d'agencement précaire, mais qui, néanmoins, perdure bon an, mal an, avec des déviations, avec des accidents. Et il cite cet exemple des bovins qui ont chaud l'été, et pour se rafraîchir, vont se planter les pattes dans un marais et se faisant défectent et nourrissent les poissons. Et sans cette incidence d'avoir chaud, être vache et avoir chaud, on se demande ce qui adviendrait des poissons. Donc on se rend compte que c'est toute une série, au fond, de hasard. C'est toute une série d'agencements qui fait que l'économie... Une nécessité. Une nécessité. Hasard, mais de hasard, c'est qu'il y a des vaches à ce moment-là qui aient chaud ce jour-là, quoi, et qui fassent que... Non, il n'y a pas de mécanique, autrement dit, à l'œuvre. C'est pas une mécanique, c'est toute une série de contingences qui fait que, malgré le fait aléatoire des événements insondables, quoi, d'un écosystème, il y ait un maintien. Il n'y a pas de chaos absolu, mais il n'y a pas non plus un ordre au sens définitif, quoi. Et c'est ce que nomme l'économie. L'économie désigne en fait toujours ces agencements incertains qui néanmoins persistent dans le temps. J'ai pas retrouvé la citation sur si je vais la retrouver sur le capitalisme, elle m'avait plu, mais j'ai retrouvé celle sur Darwin. Tu dis la pensée de Darwin se révèle beaucoup plus politique, donc moins libérale, que ne laisse entendre la Vulgate sur l'évolution. Oui, parce que y a, très souvent chez Darwin, on pense, quand on cite Darwin, très souvent on pense à toute cette réflexion sur l'évolution. Et on met de côté le rôle prédominant qu'a l'être humain dans l'évolution des espèces. Darwin montre que les espèces domestiques sont affectées beaucoup plus rapidement par l'influence humaine que les autres espèces n'arrivent à s'affecter entre elles dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on aura, par exemple, des chiens qui, tout d'un coup, ont des oreilles tombantes parce qu'elles n'ont plus à s'en servir. On aura un développement comme ça vraiment plus volontaire. Bon, et donc là, il y a ce qu'évoque le texte de Darwin. Je ne sais pas si c'est une intention très, très claire, mais on peut le recevoir ainsi. C'est de se dire que... on a toujours raison, la théorie de l'évolution. C'est pour ça que les êtres humains ont une responsabilité quant à l'évolution de la nature qui est très grande, sans pour autant avoir un contrôle. Alors là, les apprentis sorciers qui travaillent sur le génome aujourd'hui vont se penser, au fond, sur un mode démiurgiste, maître de l'évolution, sans être capable d'en revenir à une maîtrise absolue de l'évolution des phénomènes naturels. Darwin pointe
un fait de responsabilité. C'est là qu'il y a de la politique en jeu, qu'on est responsable. C'est-à-dire c'est plutôt l'usage qu'en font les libéraux, que c'est la question que je te pose d'ailleurs, que ce qu'il écrit, parce que moi j'ai étudié Darwin quand j'étais au lycée, mais en gros, ce que je retiens de sa pensée, c'est la sélection naturelle, c'est-à-dire la loi du plus fort, c'est-à-dire tout ça. Et quand tu discutes quand tu parles de politique avec des libéraux, ils te ressortent tout le temps ça. Ouais, parce qu'ils l'ont pas lu. La différence entre la vulgate d'économistes pressés et ignorants et la lecture qu'on peut faire de Darwin, c'est que chez Darwin, il n'y a pas une hiérarchie qui ferait fond sur un monde où tout serait égal par ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un monde 1 qui, en quelque sorte, permet d'établir une hiérarchie universelle. Darwin va même dire que l'espèce la plus forte peut, à force d'être forte, s'affaiblir. Il suffit d'une variable pour que la faible devienne forte et que la forte devienne faible. Donc, c'est toujours par rapport à des conjonctures. C'est le mot le plus important chez Darwin, au fond, même s'il n'est pas mis en avant au même titre que celui d'évolution, par exemple. C'est un élément, c'est une prémisse absolument incontournable de dire que c'est par rapport à une conjoncture que tout d'un coup le fort est fort. Mais imaginez par exemple il ne faut pas avoir beaucoup d'imagination pour conjecturer ainsi, qu'on soit dans un monde où le pétrole abondant et abordable n'est plus au rendez-vous, que les minerais abordables et abondants soient plus au rendez-vous, qu'il y ait une crise écosystémique majeure. On va se rendre compte que les Africains sont devant nous, qu'ils ont un savoir-faire, un sens de l'organisation, un sens de la débrouillardise qui est sans commune mesure avec notre incompétence, quoi. Bon, donc il suffit qu'une variable change pour que tout d'un coup l'espèce en haut de la chaîne dégringole. Mais c'est pas ce que les libéraux vont nous dire. Les libéraux vont penser plus en termes sportifs, quoi, de résultats. Tu le maintiens envers et contre tout, parce que ils sont quand même plutôt mal barrés, les Africains, eu égard à la manière dont la Chine ou les coloniaux ont la main mise là-dessus. Seulement que lorsqu'on est colonisé d'une manière ou d'une autre pendant 2 siècles, on apprend à se débrouiller d'une manière autre que lorsqu'on a toujours un service à sa disposition pour satisfaire des besoins. Lorsqu'on a toujours des intermédiaires à sa disposition, ce qui est le cas de la classe moyenne occidentale, lorsqu'elle devra se débrouiller par elle-même, elle se rendra compte qu'elle n'a pas les connaissances pour se débrouiller comme on l'a quand on est réduit à la pauvreté. C'est-à-dire que donc il y aura un phénomène comme ça, un changement de variable, un changement de contexte, de conjoncture qui fera que l'économie devra être pensée autrement. C'est vers ça qu'on s'oriente. Ouais, c'est souvent un truc auquel je pense, c'est-à-dire que s'il se passe une catastrophe politique ou même écologique, ceux qui risquent de s'en sortir le mieux, ce sont tous ceux qui, à la base, le sous-prolétariat, les gens qui doivent se débrouiller tout seuls et qui ont cette habitude et qui ont cette force en eux, et tout en haut, les super riches qui eux-mêmes se sont aménagés des zones, des protections, etc. Tout ce qui est, on peut dire, les classes intermédiaires, ce sont celles qui peuvent disparaître. C'est qu'on a désappris des savoir-faire qu'avaient nos ancêtres, sans aller jusqu'aux Gaulois, là, mais je veux dire, même nos grands-parents, nos arrière-grands-parents savaient faire des choses qu'on a totalement désappris et ça nous manquera, c'est sûr. Et d'ailleurs, mon travail, moi, il s'adresse aux contemporains, sinon on ne serait pas en train de s'en parler, mais il concerne un monde qui ne nous est pas contemporain. On peut toujours voir ce que je fais comme étant complètement utopiste, comme un truc de Don Quichotte qui essaie de s'attaquer au temple, à la finance, bon, avec... C'est ce mot d'économie qui est aujourd'hui totalement hégémonique, qui on est avec nos petits livres pour essayer de renverser un usage aussi répandu. Je suis convaincu que les conditions de possibilité de l'usage du mot économie comme synonyme du capitalisme n'ont pas un grand avenir devant eux. C'est-à-dire que ces conditions de possibilité-là ne seront pas au rendez-vous longtemps. C'est-à-dire qu'il y arrivera un moment où, je reviens à la crise pétrolière, la crise des minerais, un bouleversement des écosystèmes en raison d'une crise de la biodiversité qui va faire que la chaîne alimentaire universelle va se trouver perturbée parce qu'il y a des espèces qui disparaissent de manière massive, c'est grave. Tu évoques ça dans ton économie de la nature Oui, absolument. Oui.
Donc, c'est-à-dire que le mot économie ne pourra pas signifier ce qu'il signifie aujourd'hui dans un avenir proche, parce que les conditions qui rendent possible son usage aujourd'hui ne seront plus au rendez-vous dans l'histoire. Et il faudra penser l'économie d'une manière beaucoup plus fine, beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus riche, hein, c'est-à-dire en revenant au principe de l'économie tel qu'il apparaît dans de multiples usages dans l'histoire, à savoir une pensée des relations fécondes. Qu'est-ce qui est fécond? Qu'est-ce qu'il convient de mettre en relation pour arriver à un résultat que l'on juge bon? Et ça suppose de la politique, parce que juger bon un résultat, ça suppose de la délibération, on n'a pas à être d'accord sur les finalités, sur ce qu'on met en œuvre, donc ça suppose de la politique. Et ça suppose aussi simplement une idée claire de l'économie, qu'on cesse de se dire l'économie, c'est l'affaire des économistes, c'est l'affaire de savants, c'est l'affaire d'experts, c'est l'affaire de gens qui arrivent avec des grands calculs et des grands mots qu'on ne comprend pas, hein, et qui nous disent rassurez-vous, on s'occupe de tout, dormez tranquille et marchez au pas. Ça ne pourra plus être ça. L'économie, ça sera l'affaire de tout le monde. Ça sera notre affaire parce que nous sommes tous économistes. C'est-à-dire que nous avons tous une pensée des rapports en tant qu'ils sont bons, quel que soit, dans un champ ou dans un autre, hein, que ce soit dans le domaine de la nature, que ce soit par rapport à la vie psychique, par rapport à la croyance, par rapport on au va y savoir. revenir. Et j'ai retrouvé la citation que tu as mis en exergue, que je cherchais, c'est « Plus les sociétés humaines se retrouvent régies par le capital, moins elles apparaîtront dans les études dites écologistes ». Tu opposes capitalisme et écologie. Ah oui, et tu te réfères à quoi pour Je me réfère au fait que si l'économie, le terme économie, n'avait pas été dévoyé par des économistes, on n'aurait pas eu à créer celui d'écologie. Ce mot d'écologie est de trop. Il nous encombre. Il nous fait voir double ou trouble. C'est-à-dire qu'il ne nous permet pas de mettre en foyer cette évidence qu'il ne peut pas y avoir d'économie sans ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie. Ça ne se peut pas, parce que l'économie, par définition, elle provient du champ des sciences de la nature. Ce sont les sciences de la nature qui pensaient ce qu'on appelle l'écologie aujourd'hui comme étant une économie. Et comment il peut y avoir d'économie lorsqu'on coupe à blanc une forêt, lorsqu'on utilise du cyanure pour extraire de l'or dans des sites agricoles, lorsqu'on pulvérise des glaciers pour accéder à du gaz, ça ne peut pas être pensé comme une économie. C'est un abus de langage, c'est de l'idéologie, c'est un usage orwellien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'économie au sens idéologique, on fait preuve d'un usage orwellien. On utilise le mot pour désigner son contraire. On parle pour parler de procédés destructeurs, iniques, absolument iniques, là, qui créent des inégalités sociales formidables, qui sont aussi impérialistes dans leur méthode. On dit économie. Mais Gilbert White, par exemple, n'aurait jamais été capable de considérer économique des opérations aussi destructrices. L'économie, par définition, elle préserve les écosystèmes. L'économie, ce sont les écosystèmes. Les écosystèmes sont économiques. Et donc, il faut être en phase avec eux si on veut continuer à qualifier quelque chose d'économique. Est-ce que, en disant ça, tu ne pointes pas là, si j'essaie de hiérarchiser les problèmes qu'on rencontre dans toutes nos sociétés occidentales, et en France en particulièrement, l'usage et l'abus de langage. Ce que tu dis là sur Darwin et le rapprochement que tu fais avec Orwell, on le vit entièrement en France aujourd'hui. Par exemple, je prends ce qu'on vit actuellement sur le 49.3 qui est utilisé dans cette histoire de loi des retraites. Je ne sais pas si tu as suivi ça. On voit un Premier ministre qui censure donc le Parlement en disant il n'y a pas suffisamment de débat. Enfin, je veux dire, tous les mots qu'il utilise sont galvaudés et veulent dire l'inverse de ce qu'il dit. Et on est complètement chez Orwell, où le savoir, c'est l'ignorance. Enfin, je ne vais pas reprendre tout ça. Et on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, le peuple, nous, les citoyens, n'arrivent pas à se... On se révolte, on fait des choses, mais on n'y arrive pas parce qu'en face, on a une fabrication du mensonge. Marx disait, pour aller vraiment dans ce sens-là, que l'appareil de production capitaliste produit des marchandises, des chaussures, des pantalons, du pain, bon. Mais il produit aussi des économistes. C'est ce qu'il disait en 1857. Bon, il produit des économistes. Il produit du discours, enfin, une corporation de sémanticiens qui justifie le grand processus qui est mis en application, qui est un processus de capitalisation.
Capital, pas besoin de rappeler que c'est un régime qui ne peut pas être associé à la démocratie. Parce que, par définition, le capitalisme consiste en un régime qui favorise la capitalisation donc du capital de ceux qui en ont. Ceux qui en ont étant toujours une oligarchie. S'il s'agit de penser l'État pour satisfaire et permettre des processus de capitalisation, c'est-à-dire la croissance du capital de ceux qui en ont, mais forcément, ce processus-là, ce système-là va toujours profiter à une minorité. Et on le voit encore aujourd'hui. La croissance profite toujours à ceux qui détiennent des capitaux. Donc là, tu veux dire que toi, tu es forcément anticapitaliste en tant que penseur Oui, j'aime pas penser de manière privative. J'aime pas dire je suis insoumis, anticapitaliste, anti-impérialiste. Je préfère des termes qui positivement nomment quelque chose. Par exemple, pour moi, l'économie, qui a été dévoyée par les capitalistes, c'est un mot riche, c'est un mot fécond, c'est un mot qu'on aurait tort d'abandonner aux capitalistes en disant « vous en avez fait une saloperie, on vous le laisse, et nous, on va générer des nouveaux mots qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de mémoire, comme écologie, par exemple, qui peinent à se donner une mémoire. » Est-ce que le capitalisme, c'est pas avant tout un mode de redistribution, c'est-à-dire qu'il dysfonctionne parce qu'il ne redistribue pas? A priori, le capitalisme, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il y ait des entreprises fassent travailler des hommes, etc. Ensuite, le problème, c'est la redistribution. Le capitalisme consiste à faire travailler le moins de gens possible, au moindre coût possible. Ça, c'est l'usage qui en est fait, mais au départ, la théorie. On peut être idéaliste si on veut, mais je veux dire, je vais m'en tenir à sa manifestation historique. Là. On peut fantasmer, on peut encore fantasmer la théorie du ruissellement. Non, je ne pensais pas à ça en disant ça. Non, mais la théorie du ruissellement, c'est exactement ce qu'elle dit. C'est qu'elle dit que si on rend opulents des très très gros qui vont pouvoir investir, ben, ils vont créer de l'emploi, puis à un moment donné, Madame Tartampion puis Pierre Jean-Jacques auront un petit profit. Alors, revenons à ce que tu disais tout à l'heure. C'est moi qui ai dévié là, mais je trouvais intéressant de réfléchir à ça. C'est l'usage qui est fait du langage et le détournement des mots, quoi. On voit bien que... Mais est-ce que ça, c'est quelque chose de pensé, de réfléchi par les tenants du pouvoir, ou est-ce que c'est... comment on en arrive à cette situation? Comment ne se rendent-ils pas compte? Je pense d'ailleurs à Édouard Philippe, à l'Assemblée, quand il fait le discours qu'il fait, en justifiant l'injustifiable. C'est-à-dire, il censure en disant qu'il fabrique de la liberté, mais en censurant. Mais j'en reviens, c'est pour ça que je citais Marx par rapport à son écrit là, de la critique de l'économie politique, là, de 1857, c'est cette idée qu'on ne produit pas seulement de la marchandise, on produit du discours. Ouais. Et le discours, il relève de la fausse conscience. Il relève, au fond, d'une justification a posteriori d'un régime qui ne veut pas expliciter ses motivations. Ses motivations, qu'est-ce que c'est? C'est satisfaire l'appétit goulu d'une oligarchie qui est jamais rassasiée. Bon, et qui est aussi sur un mode, qui pense sur le mode de cartel, d'oligopole, qui n'est pas du tout libéral, en fait. Moi, je veux dire, je n'ai pas de sympathie particulière pour le libéralisme, mais j'imagine que n'importe quel libéral un peu rigoureux ne peut pas reconnaître son utopie ou sa philosophie ou son point de vue dans l'ordre actuel, parce qu'on fait face plutôt à des souverainetés privées qui de manière oligarchique, dans des cartels, en transcendant toutes les règles sociales que des États de droit essaient d'établir, règnent à leur manière, quoi. Et donc, on est face à un millefeuille de souveraineté. Et ces groupes-là, ces entités-là, ces pouvoirs-là ne font pas que générer des biens marchands, ils génèrent du discours, ils achètent des médias, ils investissent dans la publicité. Et vous avez quelqu'un comme Edward Bernays, par exemple, qui était un marchand de discours manipulateur, et qui vendait ses services au titre de la propagande à quiconque avait les moyens de se les procurer pour convaincre l'opinion de n'importe quoi sous n'importe quel prétexte. Donc on est évidemment face à des États et à des organisations privées surtout qui savent exactement comment, qui essaient
tordre le langage, toujours pour justifier un ordre sur le mode d'une fausse conscience qui nous éloigne de toute compréhension, je dirais, plus juste, plus adaptée. Alors, comment tu as travaillé pour élaborer ces 6 ouvrages, j'allais dire 6 petits ouvrages, mais si on les rassemble, ça fait un gros paquet, quoi. Et donc, est-ce que ces 6 enquêtes, est-ce que ces 6 investigations, quel est le lien que tu fais? Est-ce qu'au départ, quand tu as imaginé, parce qu'en fait, c'est tes premiers travaux philosophiques depuis tes livres de journaliste, donc tu t'es enfermé dans ta belle maison au Canada, face à la mer, et tu as réfléchi, et c'était quoi ton point de départ? Mais mon point de départ, je ne vais pas être très long là-dessus, mais c'est ma thèse, quoi. J'ai fait une thèse sur la philosophie de l'argent de Georg Simmel, et il m'est apparu qu'au 19e siècle, en lisant non seulement Simmel, mais des philosophes, des économistes, des sociologues, des penseurs du tournant du 19e et 20e siècle, que le mot économie n'avait pas du tout la portée qu'il a maintenant. Et que dans bien des sphères, en psychanalyse, dans les études littéraires, en théologie, en linguistique, en mathématiques, en droit, le mot économie apparaissait dans une autonomie. On disait en psychanalyse, par exemple, l'économie psychique. On est mu par des pulsions qu'on investit, qu'on dépense en investissant des objets dans une sorte de rapport, de rapport quantitatif. Donc, le mot économie avait son autonomie là. Il avait son autonomie dans les sciences de la nature, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Il l'avait dans les lettres, pour penser l'organisation d'un récit ou d'un film au cinéma. J'aimerais qu'on parle, si tu veux bien, un petit peu de l'économie de la foi, qui est le deuxième épisode de ton feuilleton. Je te cite, là, par exemple, tu dis « Le concept d'économie que nous a légué le champ théologique nous instruit sur la façon dont nous avons encore de subordonner ainsi à des projections supérieures les institutions et discours. » Tu peux expliciter qu'est-ce que c'est que cette économie de la foi, en quoi elle nous renseigne sur l'économie et explique-nous ce feuilleton-là. Déjà, on peut rappeler que quand on parle d'économie, on parle aussi des termes afférents à l'économie. Ouais. Distribution, investissement, commerce, ainsi de suite. Et quand on parlait, le mot commerce a un sens beaucoup plus large que celui qu'on en a fait aussi. Quand on parlait du café du commerce à Paris, à une certaine époque, là, sur un mode plus large, on ne parlait pas du commerce au sens de faire des affaires. Comme quand on parle du commerce avec les dieux, on ne parle pas de rapport intéressé. Il s'agit du lien. Bon, le commerce, ça a été ça d'abord. Et ensuite, on en a fait quelque chose de très restreint et on s'en est tenu à cette restriction. Ce qui m'a intéressé par rapport à l'usage du mot économie, c'est que déjà, il apparaît très tôt. Chez les pères de l'Église, dans les épîtres de Saint Paul, on a le mot économie déjà. Et l'économie, qu'est-ce que c'est? D'une manière aussi de plus en plus fine, hein, chez les pères de l'Église. C'est les évangiles, c'est oui, au début. Exactement. C'est dans le Nouveau Testament. Ouais. Le mot économie centrale, on peut lire là-dessus Giorgio Agamben ou Marie-Josée Mondzin, qui ont fait des livres formidables là, sur j'ai une dette à leur égard là-dessus. Ce qu'on comprend, c'est que le mot économie désignait un rapport très fin entre la transcendance et l'immanence. Et pour le dire simplement, c'est simplement de considérer, je vais essayer de filtrer les éléments théologiques, là, simplement pour comprendre le principe qu'on doit au Père de l'Église. Là. Bon. Que toute réalité institutionnelle, organisationnelle, un média, un État, une institution de recherche, doit son existence à un référent abstrait. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des États, comme je veux dire, la Grèce, la France, l'Espagne, les États-Unis, ainsi de suite, il doit y avoir un référent d'État qui est en quelque sorte le modèle, quoi. Et l'économie, c'est ce rapport entre les deux registres. C'est-à-dire qu'il y a un principe auquel on croit très souvent, on peut dire « Ah, mais c'est pas un État, ça. C'est pas un État. Un État qui éborgne des manifestants et qui leur arrache la main, c'est pas un État de droit. » Bon, pourquoi c'est pas un État de droit? Parce qu'on se réfère à une idée qu'on a de l'État de droit. On se réfère pas nécessairement à l'État voisin, en disant « Regardez, les voisins, ils font tellement mieux. » C'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on se réfère à un principe. Il y a un principe qui existe parce qu'il y a des manifestations, je pourrais dire imparfaites, contingentes, historiques, du référent. Et l'économie, c'est le rapport entre les deux. C'est qu'il ne saurait y avoir l'un sans l'autre. C'est-à-dire que s'il y a un État qui existe, c'est qu'il se réfère à un principe. Si le principe existe, c'est qu'il y a des manifestations qui nous le font voir.
Parce qu'un principe tout seul, c'est un fantasme. Il ne peut pas être tout seul. C'est juste une rêverie. Alors, si l'État existe tout seul comme ça, mais on n'a rien qui lui ressemble dans le monde sensible, ben c'est une rêverie, c'est un fantasme. Bon, donc, c'est l'idée de la correspondance. C'est ce qu'on avait dans la Trinité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est cette idée que sans le Fils, on ne voyait pas le Père, mais sans le Père, le Fils, c'était simplement un barbu hagard qui délirait dans la rue. Bon, il fallait une autorité, quoi. Bon, c'est cette idée. Quand tu mets foi en couverture de ton livre, ça définit, c'est pas seulement le concept religieux, ça définit pas la foi. La foi, ça peut être aussi la profession de foi, c'est-à-dire ce en quoi on croit. Exactement. Et je termine par des pages très, très puissantes d'Erich Fromm, qui est un des penseurs de l'école de Francfort, qui définit la foi comme ne devant ni être une sorte de... une façon de jeter son dévolu sur une instance abstraite qui serait éloignée, qui un jour nous sauverait d'elle-même, ni reléguée à un futur extrêmement lointain des solutions. Bon, par exemple, par rapport à la crise écosystémique face à laquelle on est, là, d'ores et déjà, la mauvaise foi, selon Erich Fromm, ce serait de dire ben, Dieu va régler ça. Dieu ne nous laissera pas tout seul. Ou ce serait de dire la technique, la technologie va trouver quelque chose un jour, j'en suis sûr. Ça serait la mauvaise foi. Et la foi politique et féconde et économique, au fond, selon Fromm, c'est croire en des choses qui n'existent peut-être pas encore à titre de principe, mais pour lesquelles, d'ores et déjà, on travaille. On travaille à leur donner une forme sensible. Bon, et sans le principe, il n'y aura pas la forme sensible. Et la forme sensible, elle sera autorisée que du principe. Quoi. Et donc, c'est là qu'il y a économie. Alors, me vient une question. Alors, je vais être ton prof de philo et tu passes le bac et je te pose une question de philo. Et la question est, faut-il économiser sa foi ? En fait, c'est que la foi procède d'une économie. Je ne sais pas le verbe économie, enfin, le verbe économiser ou l'économie est très riche, en fait, parce qu'il renvoie à l'idée de la production et de l'épargne. Hein, c'est-à-dire que... Ouais. Enfin, dans ma question, il y a l'idée... la foi, c'est ce qui doit nous habiter tous. Enfin, c'est ce qui fonde un homme, c'est sa foi. Oui. Et dans l'idée de faut-il économiser sa foi, c'est-à-dire que si tu ne l'économises pas, la foi t'habite entièrement et t'en arrives à Daesh. Et si tu l'économises, tu en arrives à une sécheresse et t'en arrives à quelque chose et tu es un homme déshumanisé, enfin je ne sais pas comment le dire autrement. Et comme tu appelles ton récit l'économie de la foi, c'est la question qui m'est venue. Oui, je comprends. L'économiser renvoie pas au fait d'épargner, je comprends. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'économie de la foi renvoie à une mesure. L'économie, c'est toujours l'affaire d'une mesure, d'un rapport, de la justesse d'un rapport, de la pertinence d'un rapport. Quel rapport j'ai avec mes principes? Effectivement, c'est une question excellente. Si j'ai, en quelque sorte, un rapport totalement illuminé à un principe, où il n'y a plus que le principe. Et comme en quelque sorte, je fais fi de ma vie sensible, matérielle, de mes amis, de mes relations, de mon monde historique, socialement constitué, pour simplement jeter mon dévolu sur un principe qui peut être théologique, qui peut être étatique, qui peut être philosophique, qui peut être de différentes natures. Je ne peux pas établir de rapport fécond avec ce principe-là, parce que j'y ai basculé complètement. Si je romps avec tout principe, je risque d'être assez nihiliste et cynique et faire tout ce que je veux parce que sinon, il n'y a rien qui vaut, il n'y a rien qui me guide, il n'y a rien qui me structure et il n'y a pas non plus de pensée, il n'y a pas de suite dans les idées, quoi. Et l'économie de la foi suppose un rapport, en quelque sorte, articulé entre des principes, des formes sensibles existantes ou à faire, à élaborer, si on est révolutionnaire, par exemple, dans la mesure où on estime qu'elles participent. C'est assez subjectif, là, mais néanmoins, si on est minimalement éthique, on va essayer de camper une position qui participe d'une élaboration féconde. C'est fécond, c'est bon, et donc dans la durée, on peut escompter quelque chose de ces rapports-là, quoi. Ils sont féconds, ils sont bons. Donc il vaut mieux économiser sa foi. Je conclus brutalement. Oui, si ce verbe, mais le verbe économiser, je l'aime bien dans ce sens-là parce qu'il est presque un néologisme. Là, du coup, c'est pas épargner, quoi. Nos grands-parents économisaient beaucoup. Oui. Ton troisième épisode, c'est l'économie esthétique. Alors, je remarque d'ailleurs que l'esthétique t'inspire plus que la foi et que la nature, en termes de pages. C'est quoi ce feuilleton ?
Le feuilleton est un petit peu plus volumineux parce que c'est à ce moment-là que j'ai introduit toute la dimension étymologique du mot. Et ça m'a pris beaucoup de pages avant même d'aborder la question esthétique, dans la mesure où, quand on pense l'économie comme étant la loi de l'habitat, on fait tellement fausse route que j'ai voulu mettre en crise cette référence-là pseudo-étymologique, en fait, à laquelle on pense avoir accès très rapidement, très facilement. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est là aussi de voir que le mot économie, d'une manière centrale dans la philosophie et la critique littéraire du dernier tiers du 20e siècle en France, Roland Barthes, Gérard Genette, Jacques Derrida, et ainsi de suite. Mais au-delà aussi, dans les siècles précédents, l'économie esthétique renvoyait une pensée des rapports entre éléments. Bon, toi, tu es romancier, par exemple, tu comprendras que dans une intrigue, à un moment donné, il faut que tu fasses preuve d'économie. Là, il faut que ton personnage conduise une bagnole la nuit et qu'il ait des lunettes de soleil, parce que ce sont les conditions par lesquelles quelque chose va advenir, donc qui doit s'enchaîner. Bon, ben, l'économie, qu'est-ce que c'est? C'est faire en sorte qu'on soit rapidement dans cette situation-là, sans trop dépenser, sans trop essayer de trouver de raisons qui font que ce gars-là est dans sa bagnole avec ses lunettes de soleil. Ça a supposé qu'il frime, là. Bon, tu sais, parce qu'on veut avoir des lunettes de soleil la nuit, ça veut dire quelque chose. C'est économique. Tout de suite, on comprend. Oui, le gars, il frime ou il se la joue, ou je sais pas. Mais et donc, l'économie esthétique, c'est, par peu de moyens, arriver à dégager du sens. Bon. Mais aussi, sur le plan de la métaphore et de la linguistique, l'économie esthétique, dans un sens par extension, quoi, renvoie au fait de produire des éléments sémantiques là où le langage en vient à manquer. La métaphore, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle supplée aux carences du langage. Et donc ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le fait que cette économie esthétique-là est centrale dans ce qu'on appelle l'économie au sens idéologique aujourd'hui, dans l'économisme, dans les sciences de l'intendance. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est comment ces sciences de l'intendance-là n'existeraient pas sans les économies régionales qu'on peut identifier, mais qu'elle les comprime et réduit dans sa sphère propre. Et il n'y aurait pas d'idéologie et de pensée de l'intendance, comme c'est le cas aujourd'hui, sans l'économie esthétique, sans le marketing, sans les relations publiques, sans tous ces livres, ces hagiographies qu'on nous sort de gens d'affaires qui auraient réussi, sans ces galas où on remet comme si tout le monde se passe la pommade. Bon, la science économique et ceux au service de qui elle se place est irréductiblement esthétique. Elle a besoin de l'esthétique. L'esthétique, lui, est consubstantielle. Et j'ai voulu voir comment cette économie esthétique-là a été récupérée par le pouvoir aussi. C'est une grande ligne du temps où on part d'Aristote puis on finit par le marketing. Tu parles beaucoup d'économie de l'œuvre. Et souvent, là, par exemple, je te cite, l'économie de l'œuvre consiste à rendre vraisemblable une fiction, d'où que le régime capitaliste l'ait requise pour se faire valoir lui-même comme le propre de l'économie, une fiction s'il en est. Oui, c'est qu'en fait, on a mis en scène le sujet économiste comme étant rationnel, savant, expert, dominant, en pleine maîtrise. Et c'est une mise en scène, c'est de la fiction. Et moi, je suis surpris de voir que les gens de théâtre et les gens de cinéma et les romanciers, romancières, ne soient pas les premières personnes à dénoncer les recours esthétiques par lesquels des gens se présentent comme étant si dominants, si rationnels, si savants, alors qu'il s'agit d'effets de scène auxquels on est habitué dans les genres esthétiques. Est-ce qu'on peut dire que sans esthétique, il n'y a pas d'œuvre? Ou peut-il y avoir œuvre sans esthétique? Ben, l'esthétique renvoie à une pensée des perceptions quant à des agencements. Et les agencements sont nécessairement économiques dans le sens où ils mettent en relation des éléments pour arriver à une fin. Ensuite, il y a des écoles. C'est intéressant de voir, par exemple, Gérard Genette ou Roland Barthes vont être finalement plus traditionnalistes qu'on le pense en présentant, au fond, l'œuvre comme une téléologie. C'est la même chose pour le cinéma noir américain, où tout élément...
faut dire que tu fais des schémas, il y a une photo de Dr Mabuse aussi. Oui, exactement. En fait, l'idée, c'est que chaque élément, en quelque sorte, est au service d'une téléologie narrative. C'est qu'on va vers un but et on est au service. Vous regardez un film noir, un film d'un policier, par exemple. Si tout d'un coup, il y a une voiture rouge qui passe, c'est pour quelque chose. On ne fera pas passer une voiture rouge pour rien. Donc, c'est un élément d'une économie. Mais ce qui est intéressant, ensuite, c'est de voir des auteurs qui ont voulu, en quelque sorte, faire en sorte que cette économie soit plus relâchée, que les éléments soient beaucoup plus contingents et qu'on soit dans des économies plus près de celles des économistes de la nature que dans des constructions très serrées, où là, on a une série de facteurs qui font que tout d'un coup, il y a une histoire passionnelle sans qu'on sache exactement quelle est la cause, quel est l'effet, sans qu'on ait un effet d'enchaînement très serré. Chez Flaubert, par exemple, selon la lecture de Jacques Rancière, on aura une économie beaucoup plus ouverte. Donc, on a des économies. Ça, si vous arrivez à William Geddes, après ça, vous aurez une économie tellement relâchée qu'on est près du chaos. On y comprend rien de la vie de l'auteur lui-même. C'est pas fait pour qu'on comprenne, quoi. Bon, donc, il y a cette pensée économique qui est à l'œuvre en esthétique. Et encore une fois, c'est pas moi qui cherche à placer le mot. Il existe de lui-même. Je ne l'ai pas inventé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces recours-là ont été centraux dans le devenir du capitalisme. Il y a trois petits livres qui sont sortis. Oui. Et d'ailleurs, ça sort à quel rythme? Tous les mois, tous les 2 mois? C'est une sortie semestrielle. Semestrielle. Oui. Et ils sont écrits, donc, ou tu es en train de les écrire, les 3 autres? Ils sont tous avancés. J'avouerais que la cadence est énorme. Mais comme c'est un travail que je cultive depuis une vingtaine d'années, c'est pas comme si je m'improvisais, là. C'est-à-dire que je suis prêt à produire ce feuilleton. Et est-ce que tu penses à tes lecteurs? Parce que en les lisant, les survolant comme ça, enfin, certains j'ai survolé, il y en a, la nature, je l'ai plus lu, je me dis que ça s'adresse quand même à un public de gens, c'est pas le tout venant qui lit ça, qui intègre ça, c'est plutôt des étudiants en philosophie ou des gens qui... Enfin, par exemple, dans l'économie psychique, j'aimerais vraiment qu'on en parle, parce que ça, c'est plus la psychanalyse, Freud. Mais tu vois, chaque fois que tu t'intéresses à un domaine, c'est plutôt pour un... Alors, les économistes, d'une manière générale, peuvent s'intéresser à ça, ou les étudiants en économie, mais pour tout le reste, des théologiens, des philosophes, des psychologues, enfin, chaque fois, c'est des corps... Des champs... Oui, mais je m'adresse vraiment pas particulièrement aux économistes. Si je poussais un petit peu la chose d'une manière polémique, je dirais que je ne m'adresse surtout pas à eux. Je veux enfin qu'on ôte l'économie aux économistes, qu'on cesse de penser aux économistes quand le mot économie survient et qu'on rappelle à des gens qui sont engagés dans des domaines particuliers de la vie sociale et culturelle, que le mot économie a existé pour eux, qu'il a existé dans leur champ. J'aurais pu, ça aurait été donc plus traditionnel de le faire, pondre un bouquin de 400 pages à 35 €, que j'aurais vendu à 20 personnes, probablement des doctorants, pour traiter de la question. J'ai pensé que de faire un feuilleton théorique était une façon d'établir un carrefour offrant plusieurs entrées sur une même problématique, parce qu'on a tous nos champs de prédilection. Chez ceux qui s'intéressent à la vie psychique, à la métapsychologie, mais aussi au freudo-marxisme, mais aussi tout simplement à la vie biopsychique, parce qu'il sera question de biologie aussi, il y aura C'est quoi l'économie psychique? Comment tu l'as définie? Freud utilise l'expression. Ah oui? Comme telle. L'économie pulsionnelle. Chez Freud. Pas oui, mais c'est du même ordre, quoi. Et c'est dans la métapsychologie en 1915, c'est dans l'interprétation des rêves, c'est dans son texte sur les mots d'esprit. Il est question d'un... C'est quand il n'est pas vraiment, dans ces ouvrages-là, tourné vers l'enjeu de la cure, mais plutôt dans le fonctionnement biopsychique des sujets, il s'intéresse à la façon dont on est mu par un quantum d'affect. J'ai l'impression qu'il y a Spinoza qui n'est pas très loin, parce que Spinoza a pensé plus ou moins en ces termes intuitivement quantitatifs. Là. Et on est mu par des quantums d'affect. Et l'appareil psychique se soulage de l'excitation en dépensant cette énergie psychique dans un investissement d'objets extérieurs, en négociant avec des questions morales. Parce qu'on peut très
bien, je veux dire, en quelque sorte, se satisfaire, mais savoir qu'après coup, il y a des conséquences telles qu'il vaut mieux refouler. Donc, l'économie psychique, c'est toute la pensée de la gestion du refoulement, parce que refouler, c'est épuisant, c'est un effort, c'est un prix, il y a un prix au refoulement, il faut travailler. Hein, le mot travail est partout. Hein, le Traumarbeit, le travail du rêve, on travaille chez Freud, l'appareil psychique, il travaille. Il travaille à, en quelque sorte, composer avec des impulsions, avec des pulsions, avec des charges, des quantums d'affect, hein, à manifester, à dépenser, à déployer dans le monde dans une négociation avec les interdits moraux, avec les enjeux. La séance d'analyse, c'est un travail. On dit l'analysant travaille. Oh, tout à fait. L'analyste un peu moins, non? Oh, ça ne doit pas être de tout repos non plus, mais d'essuyer une série de récits comme ça à longueur de journée. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que pour tous les... Il y a on peut dire, j'essaie de suivre les méandres de ta pensée, mais il y a une économie de la séance aussi d'analyse, puisque l'analysant s'économise. Il ne va pas tout dire, ou s'il dit tout, il est... Enfin, tu vois, comme disait, je pense que c'est René Major qui disait, il faudrait vraiment être très fou pour ne jamais refouler, quoi. Bien sûr qu'on est toujours en train de... Tout le temps, on est en train de composer avec les choses. Comment toi, tu t'es économisé? Comment tu as travaillé? Parce que, je veux dire, tu passes quand même d'un champ à un autre. Tu les as pas menés de front. C'est-à-dire, une fois que tu as clos la page nature, tu t'es mis à la page théologique. Une fois que tu as clos la page théologique, tu t'es mis à la... Mais je dirais où est-ce que tu as mené de front toutes ces recherches? Mon approche est ni synonymique, ni homonymique. C'est-à-dire que le mot économie apparaît d'une manière distincte dans des acceptions particulières dans différents champs, et je serais complètement fou de penser qu'il s'agit de synonymes, quoi. Qu'à chaque fois, il s'agit de... Mais ce ne sont pas non plus des homonymes. C'est que c'est pas par hasard qu'on utilise ce mot-là, et j'essaie d'en relier le sens à chaque fois. Et ce qui m'étonne, c'est à quel point il y a un glissement d'un champ à l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'on s'intéresse à l'économie dans les sciences de la nature, on se rend compte qu'en fait, les premiers théologiens étaient croyants, et quand ils utilisaient le mot économie, c'était dans un sens théologique. Et quand on s'intéresse à la théologie, on se rend compte que la rhétorique n'est pas très loin. La rhétorique, comme on la pensait Denis d'Halicarnasse un siècle avant notre ère. Et ainsi de suite. Lorsque Freud parle d'économie psychique, c'est parce qu'en biologie, on parlait de l'économie animale, les organes qui collaborent les uns avec les autres, ainsi de suite. Il y avait une économie déjà à l'œuvre. Donc, à chaque fois, l'économie, en quelque sorte, il y a une sorte de cartographie qui s'installe des usages de l'économie. On peut suivre certains glissements. Et mon approche est interdisciplinaire, elle est généraliste. Je tente de travailler à l'intérieur de mes moyens. Je ne me prends pas pour un omniscient, mais il y a une façon de procéder, c'est-à-dire en s'intéressant aux de tes lectures qui sont 20 ans. Nombreuses. Depuis 20 ans. Oui, c'est un travail à l'œuvre d'érudition, mais ce n'est pas un travail, c'est pas un étalage. L'étalage voudrait dire qu'il n'y a pas de cohérence. Là, il y a une cohérence à l'intérieur de chacun de tes, on peut dire, de tes systèmes. Oui. La thèse pour chaque livre est à peu près claire, c'est-à-dire qu'il y a une thèse générale, c'est l'idée qu'il y a une synthèse à faire quant aux usages du mot économie pour en obtenir un concept qui se distingue de la notion régionale d'économie que produisent les économistes et les sciences de l'intendance. Et il y a ensuite des thèses mineures, c'est que chaque livraison offre une problématique propre au champ quant à l'économie et quant à ce qu'on en a fait dans les sciences de l'intendance. Mais pas seulement, quant à l'économie en propre. J'insiste pour dire que s'il n'y avait pas eu récupération du mot économie, on n'utiliserait pas le mot écologie. L'économie, ça serait l'écologie. Il n'y aurait même pas lieu de dire est-ce qu'on peut allier l'un et l'autre. Ce serait une fausse question. C'est une fausse question. Et l'épisode 5, ce sera l'économie des mathématiques, on va dire, l'économie du concept. Là, on est dans l'abstraction. Enfin, comment tu l'as dit? Le mot économie existe dans les sciences mathématiques et en logique. On a pensé l'économie des signes, comment en mettant en relation des signes et aussi en faisant l'épargne de certaines étapes, on arrive de manière plus efficace à certains résultats, mais aussi comment on est en quelque sorte confronté par rapport à la pensée, à tous ces possibles, et comment on articule la pensée sur un mode assez abstrait, mais là aussi en me référant à la verte philosophie, qui est un courant allemand du 19e siècle, la philosophie de la valeur. On réfléchit à l'expression « Ah, telle idée est valable ».
Puis en allemand, c'est encore plus fort. On va dire es gilt, ça vaut. C'est très courant de dire ça en allemand, es gilt. Comme on dit en français, c'est valable. Il y a l'idée de la valeur en jeu. Pourquoi une idée est valable? Parce qu'elle a circulé beaucoup, parce qu'on l'a entendu beaucoup, parce qu'on l'a éprouvé beaucoup. Il y a un rapport là aussi entre le plan conceptuel et le champ des applications et le champ de l'expérience. Et l'économie, chez les néo-kantiens comme Hermann Lotz, renvoyait à ce rapport entre le plan conceptuel et le plan sensible, et sur une mise en relation des deux plans. Donc, ce sera sûrement des 6 titres, je le dis déjà, le plus ardu, parce que je travaille en plus avec un mathématicien qui m'épaule, parce qu'il y a un champ où là, j'ai une incapacité complète à pénétrer. C'est les mathématiques. Là. Je ne vais pas m'improviser mathématicien non plus. Les autres sphères, j'arrive à trouver des textes qui me parlent, mais bon, pour les mathématiques, je serai accompagné. Et l'économie politique, ce sera une façon de revenir à la réflexion des finalités. Comment on pense l'organisation de cadres par lesquels on réfléchit aux finalités de ce qu'on met en relation par la délibération. Parce qu'il n'y a pas de finalité propre, une fois pour toutes. Ou si quelqu'un nous dit qu'il y a un sens de l'histoire unique, il faut s'en méfier. Est-ce que on peut l'appliquer à ce qu'on vit aujourd'hui? Enfin, ton 6e épisode là, sur l'économie politique, est-ce que tu te réfères, par exemple, aux Gilets jaunes en France, par exemple, au mouvement politique dans ton pays? Oui, je ne l'ai pas encore écrit, et tout ça est en gestation. Et puis, c'est des 6 titres, c'est peut-être celui que j'ai laissé le plus ouvert, parce que c'est un petit peu ma dernière carte. Oui, là. Tu vas te nourrir de tout ce que tu as fait avant. Exactement. Mais ce qui est clair, c'est que le régime du management et de l'expertise, et même notre droit du travail, consiste à faire de nous des subordonnés. L'essentiel de notre vie se passe au travail. Et dans ce cadre-là, nous devenons des subordonnés. On peut être congédié pour insubordination. Et donc, tous les droits qui sont les nôtres dans une république s'estompent au travail. C'est un autre régime de droit qui s'impose. Là, tout d'un coup, on ne peut pas parler comme on voudrait parler, on ne peut pas penser comme on voudrait penser. On est l'instrument de l'employeur, d'une manière paramétrée. On ne peut pas tout nous faire faire. Mais quand même, jusqu'à un certain point, oui, on devient l'instrument de l'employeur. Et donc, c'est dans la solitude de son salon, c'est dans ses heures perdues le dimanche qu'on peut tout d'un coup être citoyen libre de s'associer, libre de penser. Bon, et ça minimise énormément le pouvoir qu'on pourrait avoir de délibérer sur les fins. Pourquoi nous travaillons? Pourquoi? Au sens fort, là, à quelle fin organisons-nous les éléments du réel tels que nous faisons pour arriver aux fins qui sont les nôtres? À quelle fin nous organisons-nous? Ce serait la question à la fois politique et philosophique par excellence, mais dans la cité. Je crois qu'on sera, lorsqu'il y aura crise, parce que moi j'écris vraiment sur l'économie par rapport à un monde où l'usage contemporain n'aura plus cours et il faudra définir le mot tout autrement. Et il faut déjà voir venir cette période-là du 21e siècle. Il faudra que plusieurs personnes, ce n'est pas l'affaire d'un seul auteur, contribuent à nourrir la réflexion sur la façon qu'on a à s'organiser pour penser nos mises en relation d'objets et de personnes en fonction de fins, faute de quoi des fascistes, comme ça est arrivé dans l'histoire, s'occuperont du problème. Pour finir, je voudrais te citer, c'est le texte que tu écris pour présenter un peu la collection et le feuilleton. Tu dis « ôter l'économie aux économistes, donc, et la restituer à celles et ceux qu'elle concerne. Desserrer cette chaîne de signification et exposer le terme à l'actualité d'usage trop souvent oubliée. Il n'y a pas en propre d'économistes car traitent d'économie à leur façon respective, horticulteurs et physiologistes, littératrices et ingénieurs, philosophes et psychanalystes. Que cette importante notion, maintenant, reprenne ses droits et regagne le champ de ses usages. » C'était l'ambition, et c'est toujours l'ambition de cette série. Oui, c'est Mission accomplie, là, tu penses que tu... Ben, c'est seulement... c'est une émission, c'est une proposition. Il reste à tout un chacun de s'en emparer. Ma visée intime, c'est de faire en sorte que le mot économie soit soumis à un processus démocratique.
que l'économie soit l'affaire de tous. Nous sommes tous économistes. Nous avons tous à penser quelque part des relations à des fins bonnes ou de manière escomptée, d'une façon ou d'une autre. L'économie, c'est pas abdiquer sur sa pensée pour laisser un expert nous dire qu'est-ce qu'il faut mettre en relation à quelle fin et au profit de qui. Hein, l'économie, c'est d'abord et avant tout, quelle que soit la sphère, être soucieux de ce vers quoi nous conduisent les relations qu'on instaure entre des choses et des gens. En t'écoutant, je me dis que la meilleure définition qu'on pourrait donner à un philosophe, le philosophe, c'est celui qui économise le moins son cerveau et sa pensée. Non ? J'ai souvent l'impression qu'on pourrait utiliser la métaphore du pas de côté, de la halte. J'aime bien aussi celle du travelling arrière, quoi. C'est-à-dire qu'on nous amène à avancer, avancer, avancer. J'aime bien l'idée qu'on avance en prenant du recul et en voyant dans quoi on nous fait avancer. Parce que c'est comme ça qu'on peut changer de voie. Écoute, je suis ravi de t'avoir accueilli, Alain. Et maintenant, tu vas partir par les chemins, parler de tes livres. Je pense que tu en as pour un moment. Tu es invité un peu partout et je suis très content que tu sois passé aux médias pour nous en parler. C'est un plaisir. Merci. Et à bientôt. Oui. Merci.